Et puis on va bien démarrer l'année puisque c'est le docteur Nasio qui est à mes côtés en ce premier jour. Et puis on va voir quelles seraient les belles promesses qu'on pourrait se faire, parce que l'amour, est-ce que c'est pas la plus belle promesse pour atteindre le bonheur? On parle aussi toujours de la santé lorsqu'on fait des vœux, mais est-ce que vous savez que l'amour c'est aussi un gage de bonne santé? Et d'ailleurs le désamour est souvent un gage de mauvaise santé. On pourrait également revenir sur une enquête qui a eu lieu le 21 décembre. Vous ne le savez peut-être pas, mais le 21 décembre, c'est la fameuse journée de l'orgasme. Et bien, figurez-vous que cette enquête n'est pas très favorable aux Françaises. Mais d'abord, je vais vous présenter le docteur Nasio et on va revenir ensemble sur cette enquête. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous en cette première émission de l'année 2019. Voilà, et bien je vous souhaite une belle année 2019 à vous, à Sud Radio et aux auditeurs qui nous écoutent et qui nous suivent. Alors bien sûr, vous êtes les bienvenus et notre numéro, je vous le rappelle, 0826 300 300. Qu'est-ce que vous avez envie pour cette année 2019 dans vos amours? N'hésitez pas à venir nous le dire. Et puis peut-être, si vous avez une question à nous poser, bien sûr, on pourrait y répondre. Alors je vais revenir sur cette enquête, donc sur les pays en Europe et sur la sexualité et l'amour. Alors figurez-vous, docteur Nasio, que le pays où la sexualité est la plus... enfin en tout cas satisfaisante, c'est aux Pays-Bas. Et pourquoi Alors, je ne sais pas, mais j'ai quand même lu cette enquête avec un peu de sérieux, et c'est aux Pays-Bas qu'il y a le plus de rapports bucco-génitaux durant les rapports sexuels. Donc peut-être qu'il faut y voir un lien de cause à effet. Alors nous, les Françaises, on n'est pas très ravis sur notre satisfaction sexuelle. Et en fait, c'est en France qu'on pratique le plus la sodomie. Alors je ne sais pas s'il faut aussi voir un rapport anal en tous les cas. Non, c'est-à-dire que bucco-génital, c'est un rapport qui semblerait plus accessible, plus universel que le rapport de la sodomie. Homme-femme, je parle. Oui, il me semble en règle générale, oui, que les femmes préfèrent un cuni à une sodomie. Voilà, je pense. Enfin, d'après ce que j'ai entendu, mais bon. Ce que j'ai appris dans mon cabinet, effectivement, c'est que la sodomie chez les femmes n'est pas toujours si désirée. Parfois, elles le font pour faire plaisir à son partenaire, mais ce n'est pas vraiment leur plaisir. Non, c'est un... Bien que il y a des femmes qui ont pu me dire combien elles avaient un orgasme, le plus bel orgasme, quand il y a une pénétration anale. Mais en général, ce n'est pas le cas. Non, je crois que c'est 3 à 5% de femmes qui auraient cet orgasme-là. Et alors, sur la satisfaction affective, nous sommes pas tellement gâtés non plus. Il y aurait 28% de Françaises qui sont insatisfaites sur le plan affectif. C'est beaucoup, ça fait presque 1 sur 3. Oui. Ça m'étonne, moi, ça, quand même. Non, mais c'est vrai que ça étonne. Et en plus, on a un sentiment de dommage, des peines, de penser que tant des femmes n'ont pas de plaisir avec le rapport sexuel. Oui, et là je parlais de satisfaction affective. Donc dans la vie à deux, il y en a 28% qui ne sont pas satisfaites. C'est beaucoup. Ça, c'est beaucoup, et c'est encore plus je disais ça par rapport à la sexualité, mais si c'est encore au niveau affectif en général, c'est vrai, c'est dommage pour nous que tant de gens n'ont pas plaisir à être ensemble et à s'aimer. Oui. Alors je ne sais pas en ce qui concerne les hommes, puisque c'était une enquête sur les femmes, mais enfin 28%, ça me paraît quand même beaucoup. En revanche, il y a quand même un domaine où les Françaises sont en tête en Europe, c'est sur le nombre de partenaires. En moyenne, les Françaises auraient 7,5 partenaires sexuels dans leur vie. En même temps, je trouve pas ça tellement... Enfin bon, peut-être que moi je suis un peu trop au-dessus de la moyenne, mais enfin 7,5, c'est pas énorme. En revanche, c'est plus que les Italiennes. Les Italiennes, c'est 5,8. Les Espagnols, 6,4. Dans toute une vie. Oui, dans toute une vie. Donc, c'est pas tellement... C'est pas énorme, finalement, non, cette non, ennemie. C'est pas énorme. C'est pas énorme. D'après mon expérience de thérapeute, je dirais que c'est plus. C'est plus que ça. Oui, mais c'est toujours pareil. C'est une moyenne. Donc, il y a des femmes qui en ont eu qu'un et d'autres qui en ont eu beaucoup plus. Mais alors, vous, justement, Nasio, vous avez les femmes qui s'allongent sur votre divan. Et qu'est-ce qu'elles vous disent? Justement, puisqu'on parle des promesses qu'on pourrait se faire en 2019,
Quels sont leurs désirs? Qu'est-ce qu'elles regrettent? Qu'est-ce qu'elles aimeraient, les femmes, La dans votre écoute? première chose que je voudrais dire, c'est que quand j'écoute les patientes, femmes, je suis très réceptif. Je ne suis pas allé chercher aussi bien qu'est-ce qui se passe dans la vie sexuelle ou dans la vie amoureuse. Dans la vie amoureuse, oui, parce que on est là à les écouter pour ça, pour la souffrance. La souffrance, c'est toujours lié à l'amour. Toujours lié à l'amour. Donc, qu'est-ce qu'une femme, ou quelle est la plupart des femmes, qu'est-ce qu'elles attendent? Elles attendent d'être aimées. Pour moi, je fais une distinction un peu générale et j'espère que les auditeurs comprendront que c'est schématique. Les hommes attendent à pouvoir être forts et pouvoir réussir ce qu'ils ont entrepris. La femme attend surtout à se sentir aimée. Vous voulez dire qu'aujourd'hui encore, la femme fait passer sa vie amoureuse avant sa vie professionnelle? Je le pense. Oui. Aujourd'hui, pour le moment. Oui, mais je crois aussi. La société change et je dirais que la femme se masculinise beaucoup aujourd'hui. Mais je dirais que la nature, le corps, les hormones, l'histoire vitale d'une femme et l'histoire vitale d'un homme font que il y a une volonté chez l'homme, une attente, un désir de réaliser. C'est lié à la puissance, c'est lié à la force, à la reconnaissance. Mais à l'action aussi, l'homme a besoin d'action, voilà. A besoin d'agir. Mais la reconnaissance. Tandis que la femme, c'est la reconnaissance. J'ai peur de parler qu'on ne m'entend pas. Je parle en général, bien sûr. La femme, avant tout, que la reconnaissance. De toute façon, vous inquiétez pas, s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec vous, elles ont la parole sur Sud Radio, elles peuvent réagir et elles peuvent vous contredire. La femme, c'est surtout l'amour. L'homme, c'est la reconnaissance, la femme, c'est l'amour. Mais alors, l'amour au sens de l'amant ou au sens de la famille? L'amour, c'est ni au sens de l'amant, ni au sens de la famille. C'est au sens de se sentir désiré, attendu par quelqu'un qu'il aime et qu'elle aime. C'est ça qui compte. C'est pas simplement de se sentir aimé, c'est d'aimer celui qui nous attend et qui nous aime. Alors ça, la femme, pour ça, est fondamentale. Et la plupart des souffrances que je reçois dans mon cabinet, c'est dû à cette absence de cet amour. Mais alors c'est là où, encore une fois, il y a des incompréhensions entre les hommes et les femmes, parce que les hommes, au départ, évidemment, disent à cette femme qu'ils rencontrent que c'est la femme de leur vie, qu'ils les aiment, etc. Et puis ensuite, ils passent dans l'action, ils construisent la maison, ils ramènent le mammouth. Oui. Et ils oublient un peu de dire à cette femme qu'ils la désirent et qu'ils l'aiment. Et c'est là où la femme se sent en désamour. Moi, je dis que un couple, la vie d'un couple, c'est comme les danseurs, appelons-la du tango si vous voulez. C'est-à-dire on commence... Ah tiens, pourquoi le tango? C'est de vos origines d'Argentine? Oui, c'est ça. On commence à danser le tango ensemble, c'est génial, mais la vie, au bout de 2 ans, 1 an, 3 ans, les enfants naissent, etc., le rythme de la musique change. Et c'est là que l'un des partenaires, l'un des danseurs change le rythme. Il faut que l'autre le change aussi. Et souvent, les crises dans un couple, c'est parce qu'il y en a un qui a changé le rythme dans la nouvelle musique et l'autre n'a pas suivi. Donc, il lui marche sur les pieds. Et donc, il le marche sur les pieds et c'est là la source de nombreuses difficultés. Bah oui, parce que quand on se marche sur les pieds, on ne prend plus son pied, c'est bien connu. C'est pour ça que quand vous dites la femme au début, c'est « je t'aime, tu es la plus merveilleuse ». Mais l'amour change et l'art du couple, l'art d'amoureux, c'est de pouvoir continuer à s'aimer différemment. L'amour change, ne peut pas aller être le même. Mais docteur Nasio, vous avez d'ailleurs écrit ce magnifique bouquet de l'amour avec les 12 fleurs. On en avait déjà parlé la dernière fois que vous êtes venu et on peut le retrouver sur Internet, bien sûr, ce bouquet de l'amour du docteur Nasio. Mais ce qui est aussi difficile pour beaucoup de personnes qui nous écoutent, c'est que, je suis d'accord avec vous, l'amour évolue, l'amour change. Mais pour beaucoup, quand c'est plus cette flamme qui vibre dès qu'on se retrouve, c'est plus de l'amour. Oui, on confond peut-être l'amour et la passion, non? Moi, je pense que l'idéal, c'est qu'on continue toujours à avoir cette flamme
quelles que soient les circonstances que la modifient. Je veux dire, la flamme est toujours allumée. Quand je dis flamme, c'est le désir sexuel. Attention. C'est pas simplement l'amour. Mais c'est pas l'amour, le désir sexuel, si. Non, mais je dirais que tant qu'il y a le désir sexuel, l'amour a des chances de rester allumé. Tandis que, donc c'est pour moi très important le sexe. Si le désir sexuel s'éteint, si par exemple dans un couple il arrive qu'on ne fait pas l'amour pendant un certain temps, le couple court des chances de crise, de risque de crise. Absolument. Eh bien, on va vous aider à la garder allumée, cette petite flamme. Si vous avez envie de nous en parler, vous nous appelez au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous sommes avec le docteur Nasio. Nous parlons du bouquet de l'amour, nous parlons de ces promesses qu'on peut se faire en ce début d'année 2019. Alain, bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Alors en ce début d'année, je voudrais vous faire une grosse bise et je voudrais que ma bise se transforme en rose pour qu'elle se mette sur votre table. Et sans les épines, évidemment. Ah bah oui, bien sûr, forcément. Alors moi j'ai un petit mot à dire sur l'amour. L'être humain est composé d'un corps et d'un esprit. Et en amour, ce sont les corps qui vibrent le premier en général. Mais pour que l'amour persiste dans la durée, il faut aussi une harmonie entre les corps et les esprits. Par exemple, si on est trop différent dans ses croyances, dans ses repères, dans l'éducation reçue, le couple aura beaucoup de mal à rester unis dans le temps. Moi, à mon avis, il faut un minimum de valeurs communes. J'ai été directeur d'un foyer de jeunes travailleurs, j'ai vu des couples se former. Il y a des fois, je disais, ça va pas durer, parce qu'ils sont trop différents, etc. Et je me trompais jamais. Alors voilà. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est toujours le problème de savoir, et je suis avec un psychanalyste, donc on peut évoquer le sujet, c'est de savoir si on s'accroche à ses repères, à sa culture, à ses racines. Et à ce moment-là, en effet, on peut vouloir dénier celle de l'autre, ou si au contraire, on prend ça pour un enrichissement. Et c'est vrai que très souvent, on s'accroche plutôt sur sa culture et ses racines. Il faut que la culture, comme le dit Alain, soit commune ou soit partagée. Voilà. Mais comme je vous le disais avant la pause, le corps, pour moi, c'est prioritaire. C'est-à-dire, alors il y a des gens qui me disent, mais docteur Nasio, attendez, il y a des couples qui font pas l'amour et c'est génial, ça. C'est vrai, mais c'est une situation très fragile. Tant qu'il y a le corps, nous avons plutôt une garantie que la relation à l'autre va être une relation au corps, d'abord, bien sûr, et ensuite à tout le domaine de l'autre, bien sûr, inclut la culture et les valeurs, etc. Tout à fait, docteur, je suis d'accord avec vous, surtout quand on est jeune. Bon, le corps a beaucoup plus d'importance, mais plus on vieillit, plus l'esprit est important. Et l'amour, c'est comme le temps. Il y a des beaux jours, des mauvais jours, il y a des tempêtes. Si vous savez qu'après la tempête, le beau temps va revenir, ça c'est l'esprit qui intervient, c'est pas le corps, comprenez? Et l'esprit, c'est très important pour durer. Oui, mais enfin, ce qui fait revenir le beau temps, c'est souvent le corps, hein, Alain. Non, dans un couple, quand il y a des tensions. Mais c'est les circonstances aussi. Hein. Bon, voilà. Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. Mais là, moi, vous voyez, je suis un papy de 77 ans. Hein, j'ai 54 ans de mariage. Donc, pas mal. Oui, 54 ans, bravo. Non, mais c'est pour vous dire que des tempêtes, des mauvais jours, il y en a. Et puis, il faut tenir compte aussi de la famille. L'amour envers ses enfants et l'amour envers ses petits-enfants. Moi, actuellement, mes petits-enfants, c'est mes étoiles dans le ciel. Voilà. Et je suis très attaché à mes petits-enfants. Et je leur apprends des choses que j'ai pas appris à mes enfants. Voilà, parce que la situation était différente. Voilà. Mais alors c'est vos petits-enfants, mais ça pourrait être plein d'autres choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir, c'est de ne pas tout focaliser évidemment sur son ou sa partenaire. Mais en même temps, vous partagez, puisque j'imagine que ce sont vos petits-enfants communs. Oui, bien sûr, oui. On a tout est en commun. Alors, pour finir, je voudrais vous raconter une petite histoire, justement, qui parle d'amour.
Alors, c'est une conférence, c'est une conférence pour les personnes âgées, on parle de l'amour et du sexe dans l'amour. Alors, le conférencier fait son truc, et puis à la fin de sa conférence, il dit aux personnes âgées qui sont là, je vais vous poser des questions, et si vous êtes, vous levez la main. Alors, sa première si vous êtes question... quoi si vous êtes... Ah oui, bah, d'accord. si vous êtes d'accord, enfin bon, D'accord. vous levez la main. Alors, sa première question, il dit, est-ce qu'il y en a parmi vous qui font encore au minimum 2 fois l'amour par mois? Donc là, beaucoup lèvent la main. OK. Après, il dit, est-ce qu'il y en a qui font au minimum encore 2 fois l'amour dans un trimestre? Quelques-uns lèvent la main. Et enfin, il dit, est-ce que dans un semestre, il y en a qui font 2 fois l'amour? 3-4 mains se lèvent. Et enfin, avec le sourire, il dit, est-ce que parmi vous, il y en a plusieurs ou quelqu'un qui fait encore l'amour 1 fois par an? Ah, il y a un monsieur qui se lève, il dit, moi. Et l'air tout joyeux. Alors, le conférencier dit, mais monsieur, vous pouvez nous dire votre âge? Il dit, moi, j'ai 92 ans. Ah, et pourquoi vous paraissez aussi joyeux, monsieur? Vous pouvez nous le dire? Bien sûr que je peux vous le dire. C'est pour demain. Ah bon, c'est pour demain? Et oui, demain, c'est mon anniversaire de mariage. D'accord. Voilà. Et donc, tous les... Voilà. Ben oui, parce que écoutez, C'est une petite histoire. Bon. c'est sympathique en tout cas. Voilà. Et si ça le tient, 92 ans, faut le si faire. ça le tient en vie jusqu'à 102 ans, après tout. Voilà. Mais je crois que ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Alain, c'est encore une fois l'importance de la sexualité, même chez des personnes âgées. Parce que votre histoire, elle raconte bien ça. Ouais. Et Oui, mais c'est vrai. Et peut-être que c'est ça aussi qu'il faudrait dire à ceux qui nous écoutent, c'est que souvent, on le sait, la sexualité, ça abaisse les tensions, ça rapproche, ça réallume la flamme, comme vous l'avez dit, le docteur Nasio. Et malheureusement, parce que on a des rancœurs, parce que on s'est disputé, parce que l'autre ne nous a pas donné ce qu'on aurait aimé pour Noël, par exemple, on va faire la grève du sexe. Et en faisant la grève du sexe, non seulement on se punit, alors certes on punit l'autre, mais on se punit aussi soi-même, et on punit la relation. Tout à fait. J'ajouterais que il y a des éminents spécialistes du cancer que je puis parler avec eux, lire leurs textes, et même que pour eux, le rapport sexuel accompli de façon régulière dans la semaine du couple, c'est préventif du cancer. Alors, c'est pas simplement sympathique, ça permet qu'on renoue, etc. C'est même, d'après certains spécialistes, c'est même un motif de prévention heureuse, en plus, du cancer. En tout cas, ça renforce le système immunitaire de ce côté-là. Tout à fait. Et alors, il ajoutait, c'est pas simplement, c'est masturbant, c'est pas la question de l'éjaculation ou de l'orgasme. Il faut que ça soit à deux, partagé à deux. C'est-à-dire un vrai rapport sexuel. Vous voyez, je voudrais dire aussi un exemple. Vous avez des petits-enfants communs que vous aimez. Bon, là, ils arrivent et vous êtes en train de vous chamailler avec votre épouse. Ça va mal. Vos petits-enfants arrivent. Vous pouvez plus vous chamailler devant vos petits-enfants. Alors, vous les embrassez et tout ça, et voilà. Et après, ça revient. Vous pouvez pas continuer votre... La colère, oui, la colère diminue parce qu'il y a eu de l'ocytocine en étant content d'avoir les petits-enfants. Les petits-enfants communs que vous aimez, que vous allez prendre dans les bras, etc. Donc, votre différence, ça y est, paf, mais Alain, ça marche avec plein de choses. Ça marche, parce qu'on va faire autre chose qui nous plaît, et du coup, on ressasse pas une colère qui n'est souvent pas tellement justifiée d'ailleurs. Oui, exactement. Bien sûr. Pour moi, dans un couple, le plus important, c'est pas d'éviter les disputes, puisque les disputes sont inévitables, quels que soient les couples et quelle que soit la durée du couple, sont inévitables. Ce qui est problématique, c'est l'après-dispute, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elle ne dure pas trop longtemps. C'est-à-dire, le problème pour moi, c'est la bouderie. C'est qu'on se dispute et on boude. Et il y a des couples qui se disputent et peuvent bouder pendant 1 jour, 2 jours. Le problème, c'est pas, donc, j'insiste, la dispute, c'est d'éviter la bouderie post-dispute.
Qui en reprovoquera une très rapidement d'ailleurs. Merci Alain en tout cas pour votre bonne humeur et c'est bien de commencer par un homme qui est donc depuis 54 ans avec la même femme. Bravo. Voilà. Merci Alain. Absolument. Merci Alain. Je vous en prie. Je vais juste vous dire une anecdote. Là, nous avons fait le 31 décembre avec des amis et ça fait 53 réveillons que nous faisons ensemble sans interruption. Ça, c'est extraordinaire. 53 réveillons sans interruption. Bah, vous devez être quelqu'un de très facile à vivre alors pour garder la même femme et les mêmes amis. Hein. Non, mais ça dépend des vicissitudes de la vie, les mutations. Oui, mais bon, mais c'est pour vous dire. Acceptez le compliment, Alain. C'est Oui, le début de l'année. Oui, bien sûr. Non, mais moi, je suis très content d'avoir une amitié aussi solide. Et pourtant, il y a des fois, on s'allume. Mais oui, mais c'est ça aussi l'amitié. Il faut savoir il faut pouvoir se dire les choses. Et si on est vraiment amis, on entend et on passe à autre chose. J'ai quelque chose de très important, mais je le dis à mon copain, je dis qu'est-ce que t'en penses? Et à deux, des fois on fait moins d'erreurs que si j'étais tout seul. Voilà. Merci beaucoup Alain, en tout cas, de votre optimisme en ce début d'année. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec le docteur Nasio, on évoque l'amour en ce début d'année. Est-ce qu'on n'a pas tous envie d'avoir une année pleine d'amour et peut-être une rencontre si quelqu'un est encore seul. C'est souvent un vœu qu'on fait quand on est si on est seul et qu'on a envie justement de rencontrer quelqu'un. Ça fait partie des vœux qu'on se fait pour... On a l'amour, moi je dis, c'est deux choses. C'est un besoin et une promesse. C'est un besoin parce qu'on ne peut pas ne pas aimer. On a besoin d'aimer. Donc la personne qui peut être seule, elle attend l'amour, mais elle a besoin d'aimer. Parfois, nous avons tellement besoin d'aimer qu'on peut aimer un chien, on peut aimer une maison, mais nous devons, c'est physique, de pouvoir nous investir, nous donner entièrement à une personne, un être, un animal ou un objet. Parfois un idéal aussi. Et justement, docteur Nasio, vous, en tant que psychanalyste, vous pensez qu'on peut aimer plusieurs personnes en même temps? Non. Les vrais amours, c'est toujours exclusif. Il n'y a qu'un seul. On n'aime qu'une seule personne. Je parle d'amour, ça veut dire... Amour, c'est que... Qu'est-ce que c'est? Comment je peux savoir si... Je ne peux aimer que cette personne ou la personne dont le manque, ça sera pour moi une forte douleur. Oui, vous parlez évidemment de l'amour au sens charnel. Vous ne parlez pas de l'amour des enfants Non, bien sûr, je parle de l'amour de la femme, enfin, homme-femme. Donc, est-ce qu'on peut aimer 3 femmes en même temps ou 2 femmes? Non. Quand on n'aime qu'un seul être. L'amour est exclusif. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toujours la jalousie. Et donc ce courant qui prend un peu, enfin, on pourrait pas dire de l'ampleur, mais qui est en train de faire parler de lui, le polyamorie, vous n'y croyez pas? Non, absolument pas. Moi, je crois que d'abord c'est très masculin, ça. Ah, c'est plutôt des femmes qui le revendiquent. Mais parce que il y a... Les hommes seraient plus du côté du libertinage. Oui, mais l'idée de l'harem et de la polygamie, etc., c'est une vieille tradition, une vieille habitude masculine, éminemment. Ça vient depuis très très longtemps, déjà dans la Bible. Je parle d'Abraham. Oui, mais le polyamour, c'est autre chose encore. Alors, dites... Le polyamour, ce sont des couples donc, qui sont ensemble et qui acceptent l'un et l'autre qu'il puisse y avoir d'autres relations amoureuses parallèles. Avec ou pas sexualité d'ailleurs. Oui, dans ce cas-là, c'est mon expérience. Je pense qu'il n'y a pas amour. D'accord. Quand il y a amour, c'est impartageable. On ne partage pas l'autre. C'est exclusif. Qu'est-ce que vous en pensez, Xavier? Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour docteur Nasio. Bonjour. Je vous présente évidemment tous mes vœux pour cette nouvelle année. Merci Xavier. Alors, je voudrais intervenir, c'est un peu personnel, mais moi
moi, je vais commencer l'année 2019 par rapport avec ma compagne sans promesse. Tout simplement parce que je pense que je suis quelqu'un de privilégié à ce niveau-là, que nous vivons depuis 13 ans tous les deux un grand amour l'un pour l'autre, et très très fort, et que nous avons été amis 3 ans avant d'être ensemble. Et si vous voulez, en fait, on a plutôt des projets ensemble et des promesses. Bon, c'est pas vraiment le terme, si vous voulez. Mais c'est pas parce qu'on est ensemble depuis 13 ans qu'on peut pas se faire encore des promesses, non? Si, mais ce que je veux dire, c'est des témoignages. Enfin bon, moi, je vais avoir beaucoup comment être très présomptueux, mais je pense que j'ai une relation extrêmement privilégiée, en fait. En tout cas, alors, vous êtes heureux. Très heureux. Et je pense que c'est réciproque. Et alors, comparaison n'est pas raison, hein, mais effectivement, nous côtoyons beaucoup de couples. Et encore une fois, c'est pas pour juger, mais nous voyons quand même beaucoup de relations qui nous laissent un peu quoi. Hein. Franchement, on se demande. Alors peut-être qu'ils vivent très bien leur relation, certains, mais on se demande des fois où est l'amour, où est caché l'amour. Donc voilà, moi je voulais un peu expliquer ça, et puis on a eu des périodes pour tout le monde difficiles, avec sexualité, sans sexualité, parce qu'on n'a pas toujours eu, on a eu des périodes de comment dirais-je, abstinence, hein, mais on s'est toujours retrouvés. Voilà. Ce qui est intéressant dans votre relation, c'est que vous vous êtes d'abord découvert en tant qu'amis, donc certainement oui. Beaucoup découvert sur le plan... Ça a été une période extraordinaire parce que en plus vous parliez des affinités tout à l'heure et je pense que effectivement bon, pas forcément comme le dit le docteur des choix et des idées communes, hein, parce que on discute très très souvent ensemble sur justement tout ce qui peut nous interpeller. Mais effectivement, on a eu 3 ans d'amitié très forts et ça nous a permis de structurer un couple qui, je pense, est Alors solide. comment je suis d'une grande curiosité et c'est pas en 2019 que ça va changer chez moi. Mais alors, comment ça s'est passé? Vous êtes donc amis depuis 3 ans. Qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment donné, il y ait une relation sexuelle entre vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que en fait, ma compagne et moi, en fait, on était dans un maelstrom, on était en grande souffrance. À cause de vos vies sentimentales respectives? Absolument. Ma compagne, parce qu'elle n'avait plus de compagnons depuis un certain temps, ou elle a eu des compagnons, mais qui ne l'ont jamais satisfait. Enfin, c'est toujours été son. Et moi, parce que je suis parti de chez moi. L'autre jour, tout à l'heure, le docteur Nasio disait qu'il fallait se disputer. Avec ma première femme, il n'y a jamais eu de dispute. Mais je suis parti. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait du relationnel, il faut qu'on discute entre nous, il faut qu'on ait des promesses, des projets. On aime beaucoup se promener, on aime beaucoup poser la lecture. On n'est pas forcément d'accord, hein, ça ne veut pas dire du tout avoir les mêmes goûts, les mêmes avis. Mais je pense que c'est plutôt une question de sensibilité. Donc vous partez vous quittez votre épouse du jour au lendemain parce que tout d'un coup vous réalisez que vous n'avez pas de vie commune. J'étais très seul. Et à ce moment-là, avec elle, vous confiez visiblement. Alors, on s'est confié. Alors, je vais vous raconter plus précisément, mais je me suis confié pendant 3 ans avec elle parce que pendant ces 3 années, j'avais une maîtresse. D'accord, voilà, oui. Dont j'ai dévoilé l'existence à ma femme à une certaine période parce que de toute façon j'avais plus l'intention de rester avec elle. Mais et je lui confiais mes soucis d'amour, mes questions, mes choses comme ça. Et elle c'était pareil. Et pendant 3 ans, on a beaucoup échangé. Alors, c'est-à-dire, j'ai toujours cette image. Un jour, je dormais dans ma voiture, elle est venue me chercher. Et je ne suis plus jamais parti de chez elle. Et nous avons attendu 3 mois, en fait, avant d'avoir un rapport sexuel.
D'accord, donc vous allez vivre chez elle, mais en ami, hein, pendant 3 mois. En ami, bon, il y avait beaucoup de désirs, c'était évident, parce qu'elle est très jolie, Il y avait beaucoup de désirs, mais tous les problèmes, comment dirais-je, n'étaient pas résolus, surtout pour ma part, parce que j'avais encore ma maîtresse à cette époque, pendant ces premiers mois. Et elle ne voulait pas partager, ce que j'ai tout à fait assimilé et compris. Mais bon, il a fallu que je me sépare définitivement de ma maîtresse avec beaucoup de douleur. Ah d'accord. Donc en fait, vous aviez évoqué votre désir pour elle, et elle vous a fait comprendre de toute façon, tant que tu as ta maîtresse, moi ça marchera pas. C'est ça ? Voilà, elle voulait que je sois disponible. Maligne. Alors, oui. Alors en fait, pendant ces 3 années, elle est tombée amoureuse de moi très 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 vite. Et sans qu'elle me le dise. J'étais son amour platonique, comme elle dit, et moi je la trouvais très belle et puis très intelligente. Donc en fait, dès le début, vous auriez pu être amant, mais il y avait des paramètres qui empêchaient ça. Ma situation maritale n'était pas réglée, elle était chez ma maîtresse, donc voilà. Et ça fait 13 ans qu'on est ensemble, et puis écoutez, j'ai la grande chance de démarrer encore une année avec tout cet amour. Voilà. Mais il me semble, je ne sais pas ce que vous en pensez, docteur Nazio, mais il me semble aussi bien Xavier que sa compagne, je ne sais pas si vous êtes mariés, on s'en fout d'ailleurs, j'ai quand même l'impression que vous avez tous les deux une certaine éthique de la relation. Et c'est quand même quelque chose de beau et d'essentiel, non ? Non, mais vous l'exprimez. Je n'ai pas trouvé le mot, mais c'est ça. Enfin, quand je dis éthique, voilà. Je vous dis encore, je peux pas avoir beaucoup d'arguments parce que c'est une chose que l'on vit tous les jours. Donc, si vous voulez, il y a des surprises, il y a des attachements. En plus, on travaille ensemble, on est constamment ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas toujours évident à gérer, hein. Elle a énormément de caractère, c'est ce que j'admire chez elle. Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Moi, j'ai un côté féminin et elle a un côté masculin. Et c'est une chose qui m'a toujours beaucoup plu et qui me plaît encore énormément. Parce que voilà, on travaille dans une entreprise que elle a créée, elle a une énergie, un dynamisme extraordinaire. Et puis voilà, on a chacun nos côtés féminin ou masculin qui nous aident aussi. Enfin, je peux pas trop vous l'exprimer, mais il y a aussi cette relation qui existe. Vous êtes un vrai couple. C'est très gentil. Oui, non, mais c'est vrai que la meilleure chose qui peut arriver à un couple, c'est que tous les deux sont bisexuels, si je peux dire. Non, mais je comprends bien. C'est-à-dire que quand l'homme est un peu dominateur, la femme n'est pas gênée de pouvoir le suivre. Je ne dis pas se soumettre, le suivre. Oui. Et l'inverse, c'est-à-dire que lorsque la femme apparaît un peu avec un caractère déterminé, eh bien l'homme la suit. Et cet mouvement-là, cet balancier, c'est absolument une condition pour qu'un couple dure. Écoutez, ça me conforte dans ce que je vis quand absolument. Même. Alors, vous avez quelques minutes à m'accorder encore ? Mais bien sûr, allez-y, Xavier. Par rapport au témoignage du précédent auditeur, qui parlait de parce que ça fait un moment que je voulais vous en parler un petit peu de ça. Il a parlé de ses petits-enfants. Alors moi, je n'ai pas de petits-enfants. Hein. Tous les deux, nous avons des enfants, chacun de notre côté, qui sont en âge d'avoir des enfants, mais bon, c'est pas du tout leur souhait pour l'instant. Et il y a une chose que je ressens, alors je voudrais un petit peu avoir l'avis du docteur Nazio, une chose que je ressens depuis quelques années, c'est que moi, je n'ai pas connu mes grands-parents. Et à part ma grand-mère qui a vécu très âgée, à 97 ans, mais c'était une femme très distante, très très froide, et puis il y avait des problèmes relationnels par rapport, si vous voulez, des problèmes de niveau social entre ma mère et mon père. Donc, si vous voulez, cette chose a commencé à me travailler, le fait de ne pas avoir connu mes grands-parents, je dirais depuis 2 ou 3 ans. Et au mois de mai dernier, je suis retourné justement avec ma compagne, on a fait une grande boucle au centre de la France pour aller dans les villages et villes où mes parents ont vécu.
Et j'ai fait vraiment sans le vouloir et sans, comment dirais-je, que ce soit un projet. Je suis allé, par exemple, dans le cimetière des parents de ma mère, ma grand-mère, mon grand-père. Et là, il y a une espèce d'émotion qui a surgi, que je n'attendais pas du tout. Et j'ai retrouvé là quand même une grande partie de ma famille qui avait été un petit peu, comment dirais-je, mis de côté dans notre histoire familiale avec mes parents. Donc si vous voulez, parce que par exemple, je vais être bref, mais ma mère a perdu sa maman quand elle avait 4 ans. Elle a perdu, c'est sa grand-mère qui s'en occupait, et ensuite donc elle a perdu sa grand-mère quand elle avait 14 ans. Elle a je peux pas expliquer ici la vie de ma mère, mais c'est quand même une vie, mais c'est de tristesse, de décès, incroyable, quoi. Beaucoup de pertes, oui. Beaucoup de pertes, une grande solitude comme ça. Et moi, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas. Là en ce moment, je suis en train de fouiller un petit peu qui étaient mes grands-parents. J'ai même contacté le petit village, à la mairie du petit village de Bourgogne où ma mère est née, et la mairie, ils sont absolument, c'est des gens charmants. Je suis en train de reconstruire un petit peu tout ça, surtout du côté de ma mère. Hein. J'ai vu les tombes de mes aïeux, mon grand-oncle, des gens. Voilà, avec la guerre qui est passée par là, c'est très particulier. Mon grand-père paternel, jamais mon père ne m'a parlé de son père. Jamais. Et au niveau transgénérationnel, mon père est parti a quitté notre foyer, j'avais 20 ans, et moi je suis parti de mon foyer, mon fils avait 20 ans. Oui, voilà. Il y a des choses qui se répètent et tout ça, ça oui, ça m'intéresse beaucoup, ça. J'aimerais qu'un jour vous en parleriez. On va déjà demander au docteur Nasio sa réaction, bien sûr. Ma réaction, c'est que Xavier a eu dans son histoire toutes ces pertes dont il parle, mais le plus important, c'est tout ce qu'il gagne, c'est-à-dire tout ce qu'il acquiert, et il est dans une retrouvaille de ses aïeuls, de son passé, de son identité. Pour moi, le plus important de Xavier en ces moments, c'est de récupérer une identité, une affirmation d'une identité de sa filiation. Et alors, j'ajoute que s'il peut le faire, c'est parce qu'il est bien dans son couple. C'est-à-dire que la relation avec mon partenaire me permet de faire des choses qui me font m'enrichir. Et je pense que Xavier, la relation qu'il a avec sa compagne est suffisamment bonne et positive pour pouvoir lui donner à lui l'envie d'aller à la recherche de ses racines. En tout cas, ce qui est troublant, Xavier, dans votre témoignage, et vous me direz si ça vous parle dans un instant, c'est que on entend bien que vous avez choisi une première femme qui n'était finalement pas une femme avec laquelle vous pouviez communiquer. Votre mère, semble-t-il, était également assez distante. Et là, enfin, vous avez trouvé une femme sur laquelle vous pouvez vous reposer et qui vous permet enfin de découvrir toute cette part féminine dont vous avez hérité et qui pourtant est très présente, puisque vous l'avez dit au début de votre témoignage que vous étiez un homme très féminin. Vous allez nous dire ce que vous en pensez dans un instant, si vous le voulez bien, Xavier. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Avec le docteur Nasio et Xavier en ligne. Alors, docteur Nasio, vous êtes psychanalyste. On entend bien dans le témoignage de Xavier comment les choses, même si elles n'ont pas été suffisamment découvertes, sont en nous, parce que Xavier, quelque part, toute cette généalogie féminine, vous l'aviez d'une certaine manière. Alors en fait, c'est intéressant ce que le docteur Nasio a dit, et puis vous aussi, c'est que depuis que je suis avec ma compagne actuelle, je suis en reconstruction totale. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que dans le cadre de cette reconstruction, j'ai eu besoin aussi de trouver cette relation avec mes grands-parents, surtout mes grands-parents maternels. Et en fait, c'est un sujet qui me touche beaucoup plus que je n'aurais pu le penser. Et donc, alors vous parliez de ma compagne, effectivement, dans cette recherche, dans cette quête.
elle est extrêmement active. Oui, mais Xavier, voilà. ce qu'il faut que vous compreniez, et je vais me permettre de vous le dire, plus pour les autres qui écoutent votre témoignage, oui, bien sûr. et parce que vous êtes en train de le faire. Vous dites bien que ça vous touche plus que vous ne l'imaginiez, et donc comme ça vous touche beaucoup, vous ne pouviez aller à cette découverte qu'à partir du moment où vous pouviez vous appuyer sur la femme qui est à vos côtés. Oui. Parce que vous comprenez cette sensibilité qui est en vous et que vous aviez un petit peu cloisonné, c'était pas par hasard. Ça aurait été peut-être trop douloureux pour vous à l'époque d'aller découvrir toutes ces femmes qui ont souffert, donc je dirais pas cloisonné, je dis complètement oblitéré, quoi. Complètement oublié, enfin voilà. Mais au plus fort de moi, je sens que cette quête, fait partie d'une reconstruction. Voilà. Oui. Donc c'est sûr que aimer et se sentir aimé avec un compagnon, une compagne, ça nous donne une force pour avancer extraordinaire. C'est pour ça que les vœux que nous avons donnés dans cette émission aujourd'hui, c'est les vœux d'amour pour tous ceux qui attendent cet amour. L'amour est vraiment une source d'énergie extraordinaire. Voilà. Mais l'autre jour, j'ai rencontré une dame assez âgée qui m'a dit une chose. Elle m'a dit, il arrive un moment, Xavier, où il faut qu'on devienne ses propres parents. Et ça m'avait beaucoup impressionné. Et je pense que c'est une pensée, une chose qu'il faut vraiment travailler, devenir ses propres parents. Parce que si on est ses propres parents, on sait exactement ce dont on a besoin. Mais bien sûr, il faut devenir adulte. Il faut sortir de l'immaturité. Bien sûr. Après, on appelle ça comme on veut, mais bien sûr. Moi, je deviens adulte en ce moment. Vous voyez, j'oublie pas le petit enfant que j'ai été, parce que j'ai encore les mêmes désirs, les mêmes projets. Et puis voilà, je veux dire, je voulais surtout témoigner pour cette reconstruction qui se fait de cette manière-là également. Mais qui semble importante pour vous, et vous avez raison, c'est bien. Mais je crois que c'est ce qu'on pourrait reprocher au bouddhisme. Moi, personnellement, j'aime bien les sciences orientales, mais elles ont un petit côté mal compris en Occident, parce qu'on entend sagesse, ça veut dire extinction des désirs, etc. Non, je crois que si on comprend bien la sagesse orientale, c'est pas l'extinction totale des désirs, c'est l'extinction des désirs qui nous entraînent dans des directions qui ne nous conviendront pas. C'est pas tout à fait la même chose. Et quand on est adulte, on sait, on connaît mieux ses désirs, et on connaît mieux ceux qu'on peut accepter et accueillir, et ceux qu'il faut pas accueillir parce qu'ils nous emmènent dans le mur. Oui, bien sûr. Il me semble. Non, c'est vrai que c'est pas la sagesse orientale, j'y pense. Ils disent le monde est en feu. D'ailleurs, ça m'a rappelé les Gilets jaunes. Le monde est en feu. Ils disent le feu de l'ignorance, le feu de la consommation. D'ailleurs, on retrouve le pape qui a parlé aussi de la force de la consommation, et le feu de l'oubli de ce que nous sommes. Donc, il y a 3 feux. Et c'est le feu de l'ignorance, le feu de la dévoration, et c'est un peu ce que vous dites. C'est pas la question du désir, c'est la question d'un désir pour consommer. Absolument. Pas pour lui donner. C'est un désir qui ne mène à rien. Voilà, pas pour un désir qui nous fait porter au-delà du désir. Et puis la 3e, c'est le feu de l'oubli de ce que nous sommes. En tout cas, merci Xavier de ce témoignage. Eh bien, je trouve que vous commencez bien l'année 2019, en tout cas. C'est moi qui vous remercie infiniment. On continue avec Pierrette qui nous rejoint. Bonjour Pierrette. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité, et je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur et de santé à tout le monde. Alors, vous avez rencontré un jeune homme, Pierrette. Oui, enfin, un jeune homme par rapport à vous. Oui, par rapport à moi, oui. Mais vraiment, c'est une vie que je n'entendais pas et que je ne comptais plus là-dessus, parce que ça faisait depuis 2001 que mon mari était décédé, mon dernier mari, et donc je m'étais dit après le 3e, c'est fini, je ne veux plus personne. Et finalement, voilà, j'ai rencontré cet homme qui est merveilleux, qui m'apporte tout ce que je n'ai pas connu dans ma vie.
Alors, je suis obligée de donner votre âge et l'âge de votre amant, Pierrette. Oui. Hein, vous avez 82 ans et il a 54 ans. Voilà. Bon, vous êtes une vraie cougar. Hein. J'en suis fière. Mais vous avez bien raison. Parce que pourquoi les hommes auraient le droit de prendre des femmes beaucoup plus jeunes qu'eux et pas nous Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on sent dans votre voix encore tous ces désirs justement de femmes. Hein. Ah mais je vais vous dire franchement, il a fait de moi une vraie femme parce que jusque-là, jusqu'à sa connaissance à lui, je n'étais pas une femme parce que j'avais tellement souffert, j'ai eu 3 hommes dans ma vie et ils m'ont fait tellement souffrir que j'étais même écœurée, je ne pouvais pas penser que ça pouvait exister des hommes comme ça, alors que c'est celui-là. Je n'ai jamais connu un homme qui me fait des excuses quand on a un problème. C'est le premier qui me fait des excuses et qui me respecte. Pierrette, je me permets d'intervenir. D'abord, je vous dis mes vœux aussi. Oui, mais je sens que oui, vous êtes aujourd'hui femme comme vous ne l'avez jamais été. Tout à fait. Et cependant, quand même, 3 hommes, 3 maris, ça veut dire que Pierrette, d'accord, vous avez souffert. Mais quand même, il y a eu des moments de bonheur où vous vous êtes sentie une femme désirée, et par l'un, et par l'autre, et par le 3e. Non. Et comment peut-on avoir 3 hommes alors Non, mais ça, c'est les femmes, Nazio. Dès qu'ils sont partis, on les oublie. Vous savez, je crois que c'était mon destin parce que je suis non-voyante. Je suis non-voyante depuis l'âge de 16 ans. Donc mes amis, mes copines me disaient, mais comment tu fais pour trouver des hommes si beaux? Je leur dis, vous vous rendez pas compte de la bêtise que vous êtes en train de dire. C'est pas moi qui les trouve, c'est eux qui me trouvent. Et sûrement que c'est parce qu'ils découvraient en moi une femme faible, peut-être, pour qu'on profite de moi. Parce qu'on a bien profité de moi, je peux vous assurer. Oui, mais quand je vous entends dire, c'est eux qui m'ont trouvé, ça veut dire que vous avez un sentiment de vous-même qui est un sentiment fort. Il y a bon. Eh bien, je ne sais pas parce que je me trouve pas jolie, je me trouve pas. Mais c'est pas grave. Mais vous avez un charme fou là même. Là, je ne vous connais pas et je suis déjà séduit. Alors. Oh là là, mon Dieu. Mais c'est vrai. Bon, vous avez une présence extraordinaire. Ah, mais je sais pas, voyez. Mais voyez, des fois je suis étonnée parce que même mes amies femmes me disent, mais tu peux pas t'imaginer le pouvoir que tu as sur les gens. Mais pourtant, je ne fais rien du tout. Je suis née comme ça et je n'y peux rien. Je ne fais rien de plus. Non, mais ce qu'il y a de certain, et ça s'entend dans votre voix, Pierrette, vous avez une bonne estime de vous-même. Ah oui, ça, oui. Et vous êtes certainement capable, comme beaucoup de personnes non-voyantes d'ailleurs, vous êtes certainement très capable d'être à l'écoute de l'autre. Ah, tout à fait. J'ai fait du social toute ma vie. Et je continue à en faire et j'en ferai jusqu'à la fin de mes jours. Oui, mais cette écoute qu'on a de l'autre, c'est la première qualité pour garder un homme ou une femme d'ailleurs à ses côtés. Hein. Peut-être, oui, sûrement. Mais enfin, en tous les cas, cet homme que je viens de rencontrer, ça fait 7 ans que je suis avec lui bientôt. Le 24 mars, ça fera 7 ans. Et jamais je n'ai rencontré une personne comme ça qui me protège, qui me respecte, qui m'apporte tout le bonheur que je n'ai pas connu, puisque je peux le dire haut et fort, c'est lui qui m'a rendue femme. Je suis devenue femme par rapport à lui. Mais vous parlez de ça parce que c'est un homme qui est attentionné, ou est-ce que tout à fait, tout, il a tout. Mais nous sommes, comme je disais à la personne qui m'a téléphoné, c'est comme si on coupe une orange en deux, puis lui c'est un morceau et moi c'est l'autre morceau. Nous sommes, on était faits l'un pour l'autre. Et alors comment vous vous êtes rencontrés? Parce que moi j'ai une association de thé dansant. Et j'ai voulu faire autre chose que ce qui se passe dans mon département. J'ai voulu embaucher un taxi danseur. Et même quand je l'ai appelé la première fois, parce qu'il est de Béziers, donc il est de loin, vous voyez, il vient de 200 km. Hein. Et donc, parce que je n'en ai pas trouvé dans le coin, ni Toulouse, ni Montauban, j'ai pas trouvé de... Donc c'est bien ce que vous appelez un taxi danseur, c'est-à-dire c'est un homme qui fait danser les femmes au thé dansant, voilà. Hein, c'est ça? Voilà. C'est un gigolo danseur, quoi. C'est pas un gigolo. Non, mais c'était un jeu de mots que je Parce qu'il y a de taxi danseur et de taxi boy. Le taxi boy, oui, c'est un gigolo. Oui, bien sûr, mais c'était un jeu de mots. Lui, non. Lui, non. Et donc c'est lui qui a été séduit par vous?
Non, c'est lui qui, quand il m'a vu, parce que quand il est venu me rencontrer donc, dans mon association, il est allé voir ma secrétaire et il a dit, moi je vois pas qui c'est madame, Pierrette. Donc elle l'a accompagné et puis dès qu'il m'a vu, il me l'a avoué 3 mois après, que dès la première fois qu'il m'a vu, il a dit, celle-là il me la faut. Voilà. Bon. C'était vraiment... Et pour quelle raison ça s'appelle un coup de foudre, hein, Pierrette. Voilà, mais je sais pas, sûrement, mais ça a été réciproque. Écoutez, parce que moi déjà, quand je l'ai appelé au téléphone, la voix m'avait, parce que vous savez, nous les aveugles, nous fonctionnons beaucoup à la voix. Bien sûr. Et la voix me plaisait énormément. Mais quand je l'ai rencontré la première fois, sans le voir, mais je l'imaginais, je disais, mais c'est pas possible, il a à peine 30 ans, attends Pierrette, qu'est-ce qui t'arrive, t'es folle ou quoi? Et j'ai fait l'ignorante, j'ai fait comme si il ne se passait rien. J'ai dit, on verra. Et puis, 3 mois après, il m'a demandé de venir boire un pot chez moi le soir. Je lui ai dit, d'accord, mais à condition que tu me dises quel âge tu as. Et quand il m'a dit son âge, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Puisque moi, j'étais déjà amoureuse de lui aussi. Et ça s'est commencé comme ça. C'est une belle histoire, Pierrette. Je vous souhaite encore au moins 7 ans de bonheur. Hein. Oh, mais je pense même plus, parce que j'ai l'intention de vivre jusqu'à 150 ans et il faut que je l'attende. Voilà. Merci beaucoup de votre témoignage, Pierrette. Merci avec plaisir. Brigitte, merci beaucoup. Au revoir. On finit la première heure avec que des témoignages formidables de gens heureux en amour et ça fait du bien à entendre. Et nous continuons cette deuxième heure en parlant beaucoup d'amour en ce début d'année 2019 avec le docteur Nasio. Le docteur Nasio, je le rappelle, qui était venu nous présenter ce bouquet de l'amour il y a plus d'1 an, hein, il me semble. Hein. Oui, non, quelques mois. Enfin, je me souviens. Et puis à mon livre, oui, la psychanalyse guérit. Oui. Ça, c'était il y a un peu plus d'1 an. Oui, un peu plus d'1 an, absolument. Votre dernier livre aux éditions Payot. Alors, on va continuer évidemment à parler d'amour avec Anna qui est avec nous dans un instant. Et puis, on parlera peut-être aussi du rôle du père, de la paternité avec Cédric Ingard qui nous rejoindra dans quelques instants et qui est comédien et qui a joué ce spectacle Papa ou pas à la Folie Théâtre en fin d'année. Mais d'abord, je vous donne la réponse. Hein. Je vous ai dit que toute cette semaine, j'allais vous raconter des petites histoires de Pierre Desproges. Si vous parlez à Dieu, c'est que vous êtes croyant, mais si il vous répond, c'est que vous êtes quoi? Un psychanalyste pourrait trouver la réponse. Ah oui, moi je dirais qu'il est 2 fois croyant. Non, il est schizophrène. Oui. Si Dieu lui répond. Non, je connais très bien les schizophrènes. Les schizophrènes, malheureusement, ils ne parlent pas à Dieu. Ils écoutent les voix qui lui disent ce qu'il doit faire. Je veux dire... Non, mais je trouve qu'elle est assez drôle, cette phrase de Pierre Desproges. Hein. Oui, mais profitons-en pour que les auditeurs je vous en prie. sachent qu'un schizophrène souffre D'abord, ce sont des jeunes et qui souffrent des hallucinations auditives qui lui parlent. Il lui parle mal. Les hallucinations sont très négatives, très méprisantes. C'est pas des gens heureux, les schizophrènes. Non, du tout. Et ce n'est pas toujours dans un dialogue avec... Enfin, pas toujours, jamais c'est un dialogue avec Dieu. Donc moi, je dirais, par contre, que celui qui parle à Dieu et il l'entend, c'est parce qu'il est très concentré et très croyant. Absolument. Et il y en a beaucoup de croyants qui entendent Dieu. Alors, il y en a une autre de Pierre Desproges que j'aime bien aussi, je vous la donne pendant que j'y suis. C'est sur l'alcool. Alors, il dit c'est vrai que je n'ai jamais abusé de l'alcool, il a toujours été consentant. Ça me fait beaucoup rire aussi. Voilà, c'est du Pierre Desproges, bien sûr. Bonjour Anna. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Écoutez, c'est un plaisir. Merci de me recevoir avec vous. C'est un plaisir que nous allons partager ensemble. Vous avez aussi la même vision de l'amour que le docteur Nasio, c'est indispensable. Ah oui, pour moi c'est quelque chose effectivement qui me semble être fondamental pour un être humain. On est de l'amour quand c'est bien fait, on va dire déjà.
Et puis voilà, on connaît aussi pas mal d'études scientifiques qui démontrent que les petits enfants ou même des animaux aussi qui vivent sans amour peuvent développer des problèmes physiques, mentaux, etc. Donc enfin voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose de fondamental, que ce soit l'amour de couple et puis même l'amour de façon beaucoup plus large qu'on peut recevoir par ailleurs, quoi. Donc voilà. Oui, il y a des expériences qui ont été faites. En effet, si les enfants, les nourrissons, sont juste nourris sans aucune attention, ils ne se développent pas bien. Oui, absolument. C'est-à-dire, c'est important que nos auditeurs, avec lesquels nous parlons de l'amour de l'homme et de la femme et l'amour de l'homme adulte, sachez, je vous transmets ce que j'ai appris moi-même dans mes consultations, c'est qu'il y a 3 sortes de traumatismes de l'enfance qui vont faire que la vie de l'adulte qui était cet enfant va être une vie troublée. Il y a 3 traumatismes, 3 sortes. L'un, c'est l'abandon, c'est-à-dire pas d'amour. Le deuxième, c'est la maltraitance, pas d'amour non plus. Et le troisième, c'est l'abus sexuel et pas d'amour non plus. Je veux dire que dans les 3 cas, l'adulte, en général, c'est un adulte, va léser, va attaquer, si j'ose dire, va agresser l'enfant, soit en l'abandonnant, soit en le maltraitant, physique ou moral, soit en abusant. Je rappelle ça, c'est pas le thème, mais c'est simplement que dans les 3 cas, il n'y a pas d'amour. Et l'être humain, le petit bébé, le fœtus, a besoin qu'on l'aime et qu'il puisse aimer. Et qu'il puisse aimer aussi. C'est pas simplement de recevoir l'amour, c'est aussi de le donner. Je partage sur le fait de donner aussi. Je pense que l'amour, ça se traduit aussi par ce qu'on peut échanger en fait à travers ça et que c'est nécessaire aussi de pouvoir le partager. Que voilà, c'est une forme, on va dire c'est une façon de vivre l'amour. Voilà, ça se vit à la fois en le recevant, à la fois en le donnant. Et moi personnellement, en tant qu'adulte, voilà, pour moi l'amour c'est vraiment quelque chose de vital, de primordial. Alors je vis en couple, je disais, on attend un bel événement pour 2019 puisqu'on va se marier. Et c'est joli parce que généralement quand on dit on attend un bel événement, c'est la naissance d'un enfant. Là, c'est la naissance de votre couple officiel. Voilà, officiellement, voilà, exactement. Oui, mais voilà, c'est pour préparer l'enfant qui viendra derrière. Mais du coup, ça démarre là. Donc voilà. Et donc pour moi, effectivement, c'est vraiment quelque chose de primordial. Mais c'est fou, vous voyez comment votre voix s'est mise en joie quand vous nous avez annoncé que en 2019 vous alliez vous marier. C'est beau. Voilà, c'est ça. Ça fait tout ça, l'amour. Comment l'amour passe par la voix. C'est-à-dire, c'est la voix qui c'est une caisse de résonance. Lorsqu'on se sent aimé et on aime. L'état amoureux, c'est l'état, pour moi, le plus beau qui existe chez l'être humain. Ça c'est sûr. Quand on est amoureux, on flotte. Et à ces moments-là, tout le corps s'exprime. Oui, mais l'état amoureux très passionnel ne dure pas, et heureusement, parce qu'on peut faire quand même beaucoup de bêtises. Oui, l'état amoureux ne dure pas, d'accord, c'est vrai, mais ça n'empêche que c'est un des états d'excitation. Oui, mais c'est assez comparable à une drogue, en quelque sorte. Absolument. Oui, donc, c'est bien sûr. Mais je souhaite à nos auditeurs de la goûter, cette drogue. Même si ça dure pas longtemps. C'est la meilleure, je crois. Oui, mais là, Anna, vous parlez plus de l'amour que de cet état amoureux passionnel. Non, on est bien d'accord. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, après c'est philosophique et puis très personnel, je crois pas forcément à cet état, on va dire amoureux en fait. Au final, ça fait 5 ans qu'on est en couple avec mon compagnon, et pour moi, en tout cas, l'aspiration, elle est vraiment de l'amour
amour profond, et ça dès le départ. C'est-à-dire de se dire qu'on essaie vraiment de se regarder le plus que possible tel qu'on est vraiment, sans filtre. Enfin voilà, je veux dire, on a tous eu des expériences d'adolescents, etc. Et on sait effectivement ce que c'est que d'être un peu dans cet état second ou un peu déconnecté des réalités. Et en fait, si on arrive dès le départ à essayer de se dire qu'on essaie vraiment de se regarder, de se trouver comment dire, de façon la plus vraie que possible, hein, d'être vraiment ce qu'on est dès le départ. Pour moi, mais vous savez ce que disent les sexothérapeutes, et je crois que c'est assez juste. Ils disent pour aimer quelqu'un, il faut l'aimer une deuxième fois. C'est-à-dire que la première fois, on découvre quelqu'un, on l'aime un peu aveuglement, hein. Et puis au bout d'un certain temps, on le découvre tel qu'il est, et c'est à ce moment-là qu'on peut prétendre vraiment l'aimer ou pas. Oui, ça, voilà. Enfin, en tout cas, moi, dans mon vécu, pour moi, c'est quelque chose de quotidien, quoi. Moi, l'amour, ça se reconstruit aussi tous les jours. Hein. Voilà, c'est intéressant, Brigitte. Pardon, madame. C'est intéressant, Brigitte, ce que vous dites, à condition de... Enfin, c'est ce que j'ai appris, les gens m'ont appris. On n'aime jamais l'autre tel qu'il est. On aime l'autre un peu tel qu'il est, et aussi, il y a toujours quelque chose de moi que j'invente en lui. Et pour moi, l'être, mon partenaire, c'est toujours hybride. C'est mi-réel, mi-fantasmé. C'est jamais pur, jamais tel qu'il. Et surtout... Mais d'ailleurs, on ne sait déjà pas qui on est réellement. Alors voilà, prétendre connaître parfaitement l'autre. C'est ça, c'est absolument. C'est sûr. Oui. Restons modestes. Oui, tout à fait. Je suis d'accord là-dessus. Enfin, en tout cas, on essaie en tout cas de partager le plus que possible, voilà, tout ce qu'il y a de positif autour de cet amour. Et alors, c'est pour quand le mariage, Anna ? Écoutez, normalement, c'est au mois de mars. Au mois de mars. Et pourquoi vous avez choisi le mois de mars ? Moi, je veux tout savoir. Je veux dire, pour des raisons pratiques. D'accord. Bon. Et puis aussi parce que c'est le printemps. Et puis voilà, que c'est une des questions de renouveau. Enfin voilà, c'est aussi la beauté de... Oui, il y a du symbolisme moment, dans le choix, oui. Bien sûr. Voilà. Donc voilà, et puis pour moi, c'est l'amour, c'est aussi quelque chose qui permet à l'être humain de se sublimer. Voilà, c'est aussi très philosophique, hein, de pouvoir à chaque fois essayer de chercher le meilleur à l'intérieur de lui. Et pour moi, c'est un révélateur en fait. C'est un révélateur pour moi quand on est dans l'amour, voilà, vrai. Alors je mets entre guillemets, hein, je pense qu'on a chacun nos définitions. On arrive à permettre à l'autre et à soi-même d'essayer de révéler vraiment ce qu'il y a de meilleur en lui, quoi. Donc, je suis assez d'accord. Moi, j'aime à dire que l'amour, la relation à l'autre est un chemin initiatique. Où on va se découvrir soi-même dans ses profondeurs, et on découvre évidemment l'autre et on l'aide à se découvrir, évidemment. Absolument. Non, mais bien sûr, c'est très beau ce que vous dites, et c'est agréable de l'entendre ici, premier jour de l'année ou deuxième. Mais c'est vrai que la relation à l'autre a un côté initiatique. Je reprends vos mots, sont très beaux, Brigitte, pour dire qu'effectivement, on se découvre soi-même au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je crois que le couple est loin d'être mort, contrairement à ce qu'on entend parfois dans certains courants de pensée actuels. Je pense qu'on... Absolument. C'est pour ça que je disais que l'amour est un besoin. C'est une promesse. Bon, on n'a pas beaucoup parlé de ça, quoique on a parlé des différentes promesses, mais pour moi, l'amour, c'est un besoin et une promesse. Le besoin, c'est un besoin physique. Mais alors, du coup, du point de vue de la promesse, l'amour est le besoin que nous avons pour nous découvrir nous-mêmes. Absolument. Bien, Anna, je crois que l'année 2019 s'annonce particulièrement bien pour vous et j'en suis très heureuse. Merci de nous avoir fait partager votre joie. Merci, Anna. Dans un instant, on va parler de la paternité avec Cédric Ingard qui nous a rejoint tout de suite. Bien, docteur Nazio, nous allons accueillir Cédric Ingard qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, mes meilleurs voeux. Ah, vous avez bien une voix de comédien, Cédric.
Quel organe! Alors, vous êtes à la fois l'auteur et le comédien de ce spectacle. Le co-auteur, oui, le j'ai écrit co-auteur. avec Virginie Braque. D'accord. Ça s'appelle Papa ou pas. C'était au. C'est toujours, c'est actuellement encore au feu de à la Folie Théâtre. Jusqu'au 9 janvier, hein, c'est ça? Jusqu'au 17 janvier. J'ai tout faux. Hein, c'est tous les jeudis à 20h30. C'est la reprise, hein, c'est normal. Pas de souci. C'est tous les jeudis à 20h30. À 20h30 à la Folie Théâtre. D'accord. Donc on peut y aller demain soir, par exemple. Et puis les 2 autres jeudis. Et 2 autres jeudis. Papa ou pas, donc mise en scène par Jean-Michel Péril. Et ce spectacle, je ne l'ai malheureusement pas vu, mais c'est Arthur Vernon qui m'en a dit beaucoup de bien et qui m'a conseillé de vous recevoir. Et donc, je suis ravie que vous soyez là. C'est un spectacle que vous avez écrit. Dites-nous tout. Alors, pourquoi Alors, on en discutait un petit peu juste avant. En fait, ce spectacle est né après un accident de vie. C'est-à-dire que j'ai fait une mauvaise rencontre avec 3 charmants jeunes hommes qui ont voulu m'expliquer comment mourir. Et voilà, je me suis retrouvé KO chez moi. Donc vous avez été agressé par oui, plus que ça, c'était vraiment une tentative. Parce que 3 charmants jeunes hommes. Oui, mais bon, voilà. J'ai décidé que 2019 était l'année où il fallait sourire, donc je souris. Et en fait, à un moment, il y a un bilan, c'est-à-dire, tiens, j'ai failli finir au fond du canal, je m'en suis sorti, ok, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, en fait? Et vous aviez quel âge? J'avais 38 ans. D'accord. 38 ans. Et là, je me dis, en fait, voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai rien, en fait. J'ai le métier que j'aime, j'ai ce que je fais que j'aime, mais j'ai pas d'enfant. Et pourquoi j'ai pas d'enfant? Et bon, j'ai justement été un petit peu consulté parce qu'il a fallu passer un peu la pilule de cette rencontre. Et la paternité est arrivée et je me suis rendu compte que j'avais tout simplement peur. C'est-à-dire que là, depuis tout à l'heure, je vous entends parler de l'amour, donner de l'amour. Justement, je me sentais pas capable ou je n'étais pas sûr d'être une personne suffisamment bonne et belle pour pouvoir transmettre et éduquer et amener sur un chemin. Et à partir de là, j'ai eu envie de parler de ce sujet et j'ai mis encore un petit peu de temps avant d'avoir la force de demander à Virginie Braque de m'accompagner. C'est-à-dire qu'un jour, je lui ai demandé de venir et pendant 3 soirées, j'ai improvisé devant elle ce que moi, je pensais avoir à dire. Ça a duré... Donc 6 heures, on a enregistré et certaines scènes d'ailleurs sont sorties littéralement telles quelles. Elles n'ont jamais été retouchées, notamment la scène où je parle avec la mort. Parce que parler de la vie, c'est parler de la mort en fait. Ça fait partie de la vie et il n'y a pas de problème. Et oui, parce que vous voulez dire qu'au moment où on se rend compte qu'on a failli mourir et qu'on n'a pas de descendance, quelque part on se sent encore plus mort. Alors vous orientez sur ça, mais pour moi c'est vraiment plus... de se rendre compte que j'avais pas d'enfant et que j'avais peur de pas être une belle et bonne personne. C'est plus ça, le rapport à la paternité, plus que de devoir absolument avoir quelqu'un derrière. Mais disons que vous vous êtes rendu compte que si vous n'aviez toujours pas d'enfant, c'est parce que vous ne vous sentiez pas suffisamment bien pour en avoir. Hein, exactement. Quelque part, il y a quelque chose qui n'était pas là. Vous aviez rencontré des femmes qui avaient eu le désir d'en avoir? Oui. Oui, c'est ça qui était vraiment un reflet pour moi. Donc, à qui vous avez Ou en tout cas, je me suis arrangé pour que ça ne se fasse pas. Voilà. Et à partir de là, on a travaillé avec des allers-retours entre l'improvisation, c'est une manière d'écrire dans cette compagnie, on improvise, on réécrit, on joue, on réimprovise. Et aujourd'hui, on est produit par DKM Productions et on est très heureux. Et donc j'imagine bien que ce spectacle, pour par exemple les hommes qui sont dans la salle et qui n'ont pas encore eu d'enfant, ça doit être assez... Alors c'est amusant, effectivement, on a des couples qui viennent, des couples ou des personnes qui s'interrogent sur la paternité ou même sur la maternité en fait. La semaine dernière, je sors et j'avais toute une famille avec une demoiselle pliée en 2 sur le canapé, donc je vais tout de suite la voir en disant « ça va mademoiselle ?» « Oui, vous inquiétez pas, tout va bien », qui me remercie pour ce spectacle, pour les émotions qu'ils ont vécues. Et elle me dit « en fait, je suis venue parce que je ne sais pas si je veux être maman ou pas ». Et le plus drôle, c'est que pendant l'écriture du spectacle, une de mes amies, que je ne citerai pas, qui est comédienne, 40 ans, on lui offre une magnifique tournée de plusieurs mois en dehors de Paris, et elle tombe enceinte. Et du coup, j'ai fait comme Molière, j'ai pris ce qu'on avait écrit et j'ai vérifié si tout y était. Donc en fait, homme ou femme, la question de la paternité ou de la maternité, je suis pas sûr qu'il y ait une différence en fait. Qu'est-ce qu'en pense notre psychanalyste, docteur Nazio? Est-ce qu'il y a une différence? C'est-à-dire que la première chose que je pense, je suis sensible à la manière de parler de Cédric Angard. La première chose que me vient, c'est le mot production. Vous les avez utilisés pour dire la production du théâtre, mais j'ai pensé à vous qu'au moment de cet incident où la mort et la vie étaient entre la mort et la vie,
vous avez senti après, je n'ai pas produit quelque chose. Et que c'est une interprétation, permettez-moi, et que la question de la première production, c'est produire, est-ce que c'est produire un enfant ou produire la pièce de théâtre que vous avez produite? Non, je crois que la question, c'est la question de la création. Ou de la création. La création, déjà, absolument. plus que la production. C'est pas mon production, vous avez raison. On change par création. Et ensuite, à l'époque, cela dit, création, procréation, hein, on n'est pas loin. Oui, alors on peut jouer sur les mots, il y a plein de poètes. Je fais même la canienne maintenant. Allons-y. Non, puisque j'étais avec quelqu'un à l'époque, et qui était plus jeune, pour avoir tout le fil de l'histoire, et à la suite de cette prise de conscience, je lui ai dit, en fait, je suis prêt. Je suis prêt, j'avais juste besoin d'avoir conscience, connexion. Donc c'est elle qui a payé les 3 mecs pour qu'ils vous tabassent et que ça, on me l'a beaucoup fait, en fait. Je ne prétends pas être original. Donc, mais avec elle, vous avez senti que jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas eu de création, de procréation, non, ça n'a rien à voir. C'était pas venu parce qu'elle était plus jeune et qu'elle faisait des hautes études et que, d'ailleurs, c'est ce qui s'est dit à l'époque. Et moi, je n'étais toujours pas pressé. Oui, on avait le temps, on a le temps. On a le temps, donc voilà. Mais seulement une relation à une fin. On parlait tout à l'heure de Lacan qui a dit que l'amour commençait par des mauvaises raisons et finissait toujours pour des bonnes. Voilà, elle a fini à ce moment-là. Donc l'acte de procréation. Mais aujourd'hui, Cédric Ingard, donc vous êtes papa de cette pièce, certes, mais est-ce que vous êtes vraiment papa ou toujours pas? Toujours pas, non, je n'ai pas trouvé. Et là, vous n'avez pas trouvé la compagne? Non, bien ça. En fait, même là, aujourd'hui, dans ma réflexion, je crois aussi que je ne suis pas prêt à faire un enfant pour un enfant. Pour moi, c'est me lier avec quelqu'un. Et c'est autant, sur les questions sexuelles, sur comment vivre le couple, c'est d'autres, j'écoutais l'émission de la dernière fois, c'est d'autres questions, mais si je fais un enfant avec une femme, je ne suis pas sûr qu'on restera en couple, je ne suis pas sûr qu'on s'aimera jusqu'à la fin de notre vie, mais au moins la respecter, au moins se dire, ce qu'on a fait ensemble, on l'a fait ensemble. C'est ça qui est important dans la création et non pas la procréation, quelque part. Oui, bien sûr. Si tout le monde réfléchissait comme ça, il y aurait beaucoup moins d'enfants malheureux et ça irait beaucoup mieux. On va se retrouver dans un court instant. Si vous avez envie de réagir, de nous rejoindre, n'hésitez pas, bien sûr, 0826 300 300. On vous attend sur Sud Radio. Avec le docteur Nasio, et on découvre à quel point l'amour, justement, est une création et peut créer beaucoup de choses, puisqu'on parle aussi de ce désir ou pas d'enfant. Avec vous, Cédric Ingard, et cette pièce que vous jouez à la Folie Théâtre tous les jeudis jusqu'au 17 janvier, Papa ou pas, c'est peut-être une jolie pièce à aller voir. Enfin, c'est pas une pièce, c'est un one-man show. Où vous jouez non, c'est une pièce en fait. Il faut imaginer que c'est un spectacle avec 20 personnages, mais qu'il n'y a qu'un seul comédien pour interpréter les 20 personnages qui font la pièce. D'accord. Et vous jouez des rôles de femmes aussi? Oui. Je joue ma mère, parce qu'il y a forcément une discussion avec la mère du héros. Oui. Enfin, pas ma mère personnelle, la mère du héros. Et Sophia, sa petite amie. Oui, la petite amie du personnage qui est sur Moi, scène. j'aime cette phrase de... Je crois que c'était... je ne sais plus qui a dit ça, enfin là, ça m'échappe à l'antenne. Mais un doigt de vérité dans un océan de mensonges. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de raconter sa vie, pour moi. Il s'agit de parler et d'être entendu, puisqu'on parlait d'amour. Mais être aimé, sentiment est un peu curieux, mais être entendu par l'autre, avoir la sensation d'être entendu, avoir suffisamment de confiance pour construire sa vie et inviter quelqu'un à partager le chemin. C'est pour moi plus la définition de l'amour. Enfin, j'y connais rien en psychanalyse. En tout cas, c'est une bonne manière de faire durer l'amour, d'être entendu. En tout cas, ça dure ce que ça dure. L'important, c'est que ça soit bon quand ça dure. Oui, bien sûr. Mais quand c'est bon, on n'a pas envie que ça s'arrête, généralement. Donc ça dure. Surtout si c'est dur. Bref, c'était facile. On va retrouver donc... Mais non, ce que je voulais dire, oui, justement, c'est donc une pièce qu'on pourrait aller avoir en couple si on ne sait pas encore si on est vraiment prêt à avoir ou pas un enfant. En couple, seul, en famille. Je veux dire, ça doit être une façon de manière... Enfin, je veux dire... c'est un spectacle, donc d'aborder le sujet, d'aborder le sujet, d'une manière surprenante, un peu symbolique, quoi. Oui, complètement, et complètement ouverte, puisque je ne suis qu'avec une chaise. Il n'y a pas de décor. Le seul truc important pour moi, c'est la lumière. Comment la lumière permet, parce qu'on est dans 5 ou 6 lieux, on passe sur des éléments très concrets,
qu'est-ce qui se passe quand on a un événement ou dans l'amour, on en parle à ses amis, on en parle à sa mère, on en parle à sa copine, et ensuite on passe éventuellement à son psy. Éventuellement à son psy si on fréquente un psy, voilà. Et ensuite on passe dans un truc un peu plus métaphorique où justement je revisite les contes, La sorcière, Alice au pays des merveilles, des dialogues imaginés avec l'enfant imaginaire et l'enfant imaginé, puisque c'est pour moi deux choses différentes. Et voilà, sans raconter toute l'histoire, on en arrive quand même à avoir une conversation avec la mort, ce qui est aussi un bon bilan à faire sur l'amour. Ça, je voudrais lire ce qui est dans votre annonce, parce que pour les auditeurs, comme ça on comprend mieux ce que dit Cédric Inga. Il écrit seul face au miroir, Jérôme, qui est le personnage. Personnage central, oui. Jérôme tente de reprendre ses esprits. Sophia, sa petite amie depuis peu, lui a annoncé qu'elle attendait un enfant de lui. Est-il prêt à passer le pas? C'est pour ça que ça s'appelle Papa ou pas. Donc ça, c'est bien qu'on voit la problématique de cet homme qui est seul devant le miroir et qui vit différents personnages dans sa réflexion, s'il va, oui ou non. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Est-ce qu'il va prendre la décision si forte de nombreux hommes que je connais? Oui. Là, il est quand même mis devant le fait accompli. En fait, le couple est un miroir de soi. De toute façon, le couple est un miroir de soi. Et effectivement, l'homme, c'est un peu... Bon, on n'abordera pas le sujet. Moi, je pense que les femmes sont... on va pas parler de ça. Non, mais on parle de ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Sur Sud Radio, on parle trouve vrai. Que les hommes sont peu préparés, peu protégés aussi. C'est-à-dire qu'un homme veut un enfant avec une femme, il peut pas l'avoir. Une femme lui fait un enfant, il n'a aucun mot à dire. Si, il faut qu'il paye après. Oui, c'est ça. Oui, voilà. C'est le sujet que je voulais pas aborder. Non, mais mais j'ai beaucoup d'amis qui sont divorcés, qui ont des enfants et qui sont dans des situations catastrophiques, alors qu'on n'entend qu'une seule chose, et j'espère qu'il n'y a pas de féministes parce que je vais pas me faire tomber dessus, que les femmes sont maltraitées constamment par les hommes. Il y a une espèce de... L'homme est forcément un mal dans tout le sens des termes, du terme. Aujourd'hui, en tout cas, sur les questions de paternité, de maternité, oui, l'homme n'a plus grand-chose à dire. Et c'est vrai que c'est un petit peu problématique parce que moi j'ai reçu il y a quelque temps d'ailleurs une avocate qui essaye de défendre justement les hommes par rapport à ça parce que c'est terrible. Oui. C'est vrai. Et c'est dommage parce que c'est encore une fois les enfants qui vont payer cher à l'arrivée. Oui. Et puis, non seulement cela, que déjà c'est grave, mais ça crée un état de méfiance de la part des hommes. C'est ça qui est gênant aussi. C'est-à-dire que par moment, ils se demandent qui est la femme qui est avec moi, qu'est-ce qu'elle attend, comment ça va se passer. Il y a un climat de méfiance à un certain moment. Après, on verra sur quoi ça va déboucher, bien sûr. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a un petit peu, il y a peut-être un côté quand même positif, c'est que du coup, on se penche très sérieusement pour arriver à trouver enfin la pilule pour hommes. Oui, enfin, la pilule, oui, c'est ça, mais c'est pas que... c'est les hormones qui se retrouvent dans l'eau. On va pas parler du climat, mais non, certes, mais pour les hommes, s'ils pouvaient, certains hommes se disent, si au moins on avait une pilule contraceptive, au moins on est sûr qu'on peut pas nous faire un enfant dans le dos. Voilà. Bon, enfin, Geneviève, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis ravie de vous avoir. D'autant que je téléphone souvent et je ne suis jamais rappelée. Donc aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Ça démarre bien 2019 pour vous. Oui, et d'ailleurs, je vous présente tous mes vœux. Nous aussi, Geneviève. Alors, je souhaitais vivement, parce qu'il m'arrive, depuis l'enfance, j'ai vécu un certain nombre d'expériences paranormales et ça continue. Mais j'avais envie de parler de ça, mais comme vous parlez d'amour, eh bien... il faudra parler de vos expériences extra-paranormales dans C'est votre avenir tout à l'heure. Très volontiers, oui, mais quand je téléphone, j'ai souvent le répondeur et on ne m'en rappelle pas. Voilà. C'est fait, voilà. Voilà. Et alors, on va parler d'amour ensemble. On va parler d'amour, pas d'amour maternel ni paternel, l'amour en général et tout ce qui va autour. D'agapé, donc, en quelque sorte. Oui.
Je fais une toute petite parenthèse pour aborder le sujet. Aborder vraiment le sujet dont j'ai décidé de parler aujourd'hui. J'avais une mère, j'avais des parents qui ne s'entendaient pas, c'était bon. Et mon père était très avancé spirituellement. J'en ai eu la confirmation à sa mort. Non seulement j'ai vu son aura, mais on m'a une personne extraordinaire m'a dit qu'il était qu'il était effectivement en fin de parcours de vie. Et ma mère, Cato, à œillère, grenouille de bénédictier, et faisant absolument toujours tout le contraire de ce que la religion lui souhaitait. Donc, vous voulez dire qu'elle était très médisante, par exemple? Médisante, oui. Critiquante, méchante, enfin bon. Et je passe sur ma mère, et nous étions 4 enfants, elle nous a tous rendus athées. Alors, moi, comme depuis l'enfance, je vivais des choses paranormales, dont je ne parlais pas, bien sûr, à mes parents parce qu'on m'aurait prise pour une folle, lévitation, etc. Et je voyais des choses, j'entendais des choses. Je ne parlais de rien, mais je suis devenue athée, et puis je me suis dit non, avec toutes les preuves que j'ai déjà eues, là j'avais une trentaine d'années, je me suis dit non, je ne peux que devenir à la limite au minimum agnostique. Et puis je suis passée par le bouddhisme plusieurs années. Oui, mais je crois Geneviève, juste pour élargir et que tout le monde comprenne bien, quand on parle qu'on est athée, ça veut dire qu'on ne croit absolument à rien. À rien, absolument. Voilà. Et la spiritualité, c'est pas forcément non plus la religion. La spiritualité, c'est une ouverture vers. Alors moi, j'appelle ça le cosmos. On a tous une façon de. Ça voudrait dire que vous avez une âme, qu'on a tous une âme, mais qu'il n'y a pas forcément. Et que je la travaille. Voilà. Donc vous vous êtes tourné vers le bouddhisme. Excusez-moi, je vous avais coupé. Mais ça ne me convenait pas tout à fait. Au bout de 3 ans, j'ai arrêté. Et je me suis dit, j'ai compris très clairement que ce que je souhaitais rencontrer, je me disais, ça n'existe peut-être pas, ce serait une association multiculturelle, où il y aurait des gens de toutes les religions, de toutes les origines, qui travailleraient sur eux-mêmes dans la religion ou hors de la religion, mais en tout cas pas une église. Voilà. Et un jour, j'étais prof d'anglais, et un jour, je fais la connaissance d'une de mes élèves de terminale, avec qui je prends un pot, et qui me parle d'une dame. On parle de croyances, de ceci, de cela, et qui me dit, mais si ça vous intéresse, moi je connais une dame extraordinaire qui est en train d'ouvrir des groupes multiculturels. Je dis, mais ça m'intéresse. Et elle me donne son numéro de téléphone. Je vais chez elle. Elle me fait un soin avec les mains. J'étais. Mais il existe beaucoup de choses de cet ordre-là, qui sont des groupes de soutien. Par exemple, vous pourriez vous intéresser à ce que fait Marc Vella. C'est quelque chose qui devrait beaucoup vous plaire. C'est quelqu'un qui se balade dans le monde entier avec son piano et qui chante et qui chante l'amour dans. Oui, j'ai entendu parler de lui.
Oui, je pense que ça vous conviendrait tout à fait aussi. Donc, non, mais finalement, j'ai trouvé. Alors, ce allez-y, qui me dites-nous. convient absolument. Et cette dame me dit, eh bien, écoutez, je vois ce que vous cherchez. Je suis justement en train d'ouvrir des groupes et si vous le souhaitez, le mois prochain, j'ouvre un groupe, vous pouvez y entrer. Alors, ma question immédiate a été, est-ce que c'est catholique? Alors, elle a souri et elle ne m'a pas répondu. Parce qu'elle était bretonne et catholique, mais pas du tout du côté de l'Église. Mais je crois, docteur Nazio, c'est comme pour tout. Voilà, on peut être catholique, juif, musulman, bouddhiste, et être vraiment dans l'amour, parce que finalement, les religions, normalement, elles sont censées parler d'amour. Après, c'est ce que l'homme en a fait qui peut être contestable, mais au départ, tout ça ne parle que d'amour. Voilà, c'est pour ça que j'attendais Geneviève arrive à aujourd'hui, puisqu'elle nous raconte son histoire, pour voir quel est le fil rouge qui traverse sa vie. Et si je l'entends bien, le fil rouge qui traverse sa vie, c'est cet amour, n'est-ce pas? Geneviève, est-ce que vous seriez d'accord avec ça? C'est la base de tout. Mais vous savez, Geneviève, moi, j'ai toujours envie d'aller chercher un petit peu derrière le témoignage de quelqu'un. Et derrière votre témoignage, Geneviève, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans le comportement de votre mère, derrière, il y a sûrement une grande souffrance. Est-ce que par amour pour vous-même, puisque c'est quand même votre mère, ce serait pas inintéressant d'aller la chercher, cette grande souffrance, non? Elle a été élevée par deux vieilles tantes célibataires, grenouilles de bénitier, et elle était pareille, quoi. Et puis voilà. Oui, elle a pas pu se démarquer de sa propre. Voilà. Elle est restée aussi, au ras des pâquerettes, quoi. Mais c'est toujours la même histoire. C'est que bien sûr qu'on se construit par rapport à nos parents, et puis après, il faut peut-être déconstruire et reconstruire, docteur Nazio. Tout à fait. C'est ce que j'entends dans Geneviève, c'est qu'il y a ce fil rouge de l'amour, mais que effectivement, c'est comme si elle n'arrivait pas à comprendre sa mère, au fond, comme vous disiez. C'est-à-dire de comprendre, au-delà du comportement qu'elle a eu, la part... elle a eu 4 enfants, cette femme, n'est-ce pas? Vous en avez d'autres frères, vous avez dit. Elle nous a mal aimés, mais elle nous a aimés. Voilà. Bon. C'est ce que je me dis. Et c'est ce que je me suis dit au moment de sa mort. Et pour la première fois, juste avant qu'elle meure, je lui ai dit, maman, nous t'aimons tous, je t'aime. Voilà. Mais il m'a fallu faire une psychothérapie juste avant pour pouvoir le dire. Voilà, donc j'arrive au présent. Je fais partie depuis 33 ans, depuis 83. Oui. Je fais partie de cette association qui est dont beaucoup l'appellent un groupe de prière, mais où nous sommes de toutes les religions. Des musulmans non pratiquants, des juifs non pratiquants, Et donc vous priez pour des gens qui sont malades, pour qu'ils aillent mieux, etc. Voilà. D'après photo, avec les mains. C'est ça. Voilà. Nous, il y a SOS Écoute. Une fois par mois, chaque groupe de Montpellier, par exemple, moi je suis de Montpellier. Je suis à Montpellier depuis quelques années et nous écoutons des gens qui viennent se confier ou confier leur douleur, leur questionnement, etc. Et donc vous recevez et vous donnez beaucoup d'amour. Et vous avez
Oui, et je crois que c'est, je crois pas, je sais qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent dans notre pays, et là quelque part, oui, c'est l'amour au sens agapé, comme on dit souvent. Merci Geneviève de votre témoignage. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors l'orgasme, est-ce que c'est la finalité du rapport sexuel ? C'est en tout cas une réponse à laquelle beaucoup de personnes répondraient oui. Et pourtant, l'orgasme, c'est certes une fin, mais l'acte d'amour, l'acte sexuel, c'est un acte aussi émotionnel. Et donc, a priori, il n'aurait pas de fin. Jusqu'à présent, vous seriez d'accord, Dr Nasio, Cédric Ingart. Donc les corps se retrouvent pour un moment d'intimité fort. C'est ce qui se passe donc entre ces deux corps qui comptent, et l'orgasme, finalement, ça ne devrait être qu'une partie de cette rencontre, et ça ne devrait pas être la finalité du rapport sexuel. Bien sûr, la plupart du temps, il va arriver cet orgasme, et tant mieux, voilà. Mais en voulant absolument l'atteindre, on risque de passer à côté, et c'est ça qui est intéressant justement dans Molov Conseil, c'est que lorsqu'on fait l'amour, il ne faut pas chercher la jouissance à tout prix, il faut au contraire rechercher la rencontre à tout prix, et c'est sans doute à cause de cette recherche de l'orgasme que tant de femmes vont vivre le rapport sexuel avec un sentiment de frustration, et que des hommes vont justement éjaculer un peu trop vite et avoir un petit orgasme parce que finalement ils n'auront pas été assez dans le ressenti et dans l'écoute et dans la bonne attente sexuelle avec le plus possible d'émotions, etc. Donc ce que je voudrais dire dans ce Love Conseil, donc, c'est justement aller dans la rencontre sexuelle sans peur, sans jugement, sans repère, et à ce moment-là vous aurez des chances que ce soit une belle rencontre sexuelle. Et puis, je vais quand même donner un petit mot sur ce qu'on appelle les orgasmes à répétition, qui sont aujourd'hui aussi une quête que j'entends un peu trop souvent, où on veut absolument avoir plusieurs orgasmes en suivant. Alors, la définition, elle n'est pas la même pour tous. Pour certains, les orgasmes à répétition, c'est jouir plusieurs fois dans la nuit. Pour d'autres, ce sera plusieurs fois sans arrêt. Et ça, c'est pratiquement possible que pour les femmes. Cela étant dit, une femme qui est multi-orgasmique et qui, en effet, va avoir un orgasme plusieurs fois, il faut bien comprendre qu'en fait c'est cette vague du premier orgasme qui quelque part est un orgasme certes, mais elle va rester sur ce qu'on appelle la phase en plateau, et ce qui va lui permettre d'avoir un deuxième, troisième, quatrième, voire cinquième orgasme, et pourquoi pas toute la nuit, mais c'est quand même assez rare. En général, les femmes peuvent avoir plus facilement plusieurs orgasmes parce que justement elles peuvent plus facilement rester sur cette phase en plateau. Les hommes le peuvent aussi, mais alors là c'est beaucoup plus compliqué. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on apprend dans le tantra par exemple, etc. Mais toujours est-il que chercher à tout prix l'orgasme, c'est à mon avis passer un peu à côté de cette rencontre charnelle qui est quand même plus intéressante que ce petit orgasme, certes, qui n'est pas désagréable, on est tous d'accord là-dessus, mais... Oui, aller à l'autre, non seulement parce qu'on est attiré, mais parce qu'il y a aussi une dimension ludique dans le rapport sexuel. On joue, il y a un jeu, il y a l'excitation. Ce n'est pas un enjeu, c'est un jeu. Voilà, c'est plus un jeu, et sans que l'orgasme soit effectivement un but obsédant de vouloir obtenir la fin. Mais il faut y aller le plus ouvert possible à avoir une relation ludique avec l'autre. Et sans peur et sans reproche, voilà. Comme dirait je ne sais plus qui. Vous voulez réagir, Cédric Ingart? C'est pas nécessaire d'avoir un orgasme pour faire un enfant. Pour moi, si. Oui, non, ça c'est vraiment pas nécessaire. Enfin, c'est mieux quand même, autant que ça commence par un feu d'artifice. Mais oui, moi je pense qu'il faut... l'orgasme est pour moi une finalité, mais il faut ralentir le moment d'y arriver. C'est une autre manière de dire ce que vous dites, en fait. C'est marrant. Alors, on va conclure avec Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour. Donc vous êtes aussi pour nous parler d'amour, en ce début d'année. Vous m'aviez déjà contacté il y a quelques mois. Donc j'ai été appelée ce matin et j'ai écouté un petit peu votre émission à la radio. J'habite la Haute-Vallée de l'Aude, ça s'entend à mon accent. Et j'ai un peu écouté. Et moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'amour est un don de soi. Un don de soi, mais à condition qu'on n'attende rien en retour. J'ai 70 ans
Et je pense que la vie fait que si on veut vraiment aimer dans toute sa splendeur, que ce soit l'amour filial, l'amour conjugal, l'amour extra-conjugal. On peut peut-être pas comparer tous ces amours non plus. Non, on les compare pas, mais l'amour universel, c'est l'amour de l'autre et écouter, et savoir entendre et écouter. Voilà. Vous pouvez me poser des questions. Non, on vous écoute justement, puisque vous nous dites qu'il faut savoir écouter, on vous écoute. Oui, voilà. Parce qu'on peut plutôt écouter sans entendre ce que veut dire l'autre. Et je vais rebondir ce que j'ai entendu dans cette émission. Parce que souvent, on ne pense qu'à soi-même. Et ce que je dis n'a aucune connotation religieuse, peut-être, mais en fait, c'est pas le but. C'est-à-dire que c'est vraiment un échange avec l'autre, autant dans la spiritualité que dans l'acte sexuel. Françoise, je suis obligée d'être un petit peu moins optimiste que vous. Malheureusement, je crois que c'est bien du Lacan, ça, qui dit que le langage a été inventé pour transformer pour déguiser notre pensée. On entend de l'autre ce qui résonne en nous. Et donc, de toute façon, l'écouter dans sa totale perfection, c'est impossible. Oui, mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais justement, on a toujours tendance à entendre ce qu'on est nous. Donc, en fait, c'est tout un travail sur soi d'essayer de s'oublier pour mieux entendre l'autre. Et il y a aussi également, je sais que votre émission parle beaucoup de sexualité. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure quand j'ai été contactée ce matin, je suis davantage je pense que le mot sensualité, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, notamment par rapport aux personnes qui sont intervenues, pour faire l'amour, en plus, je ne comprends pas faire l'amour, pourtant à 70 ans, je n'y ai pas craché dessus, excusez-moi l'expression un peu vulgaire, mais c'est tous les sens qui rentrent en ligne de compte, c'est ça. Et également, c'est quelque chose qui me titille pour rentrer dans un vocabulaire que vous aimez bien. C'est justement l'expression le partenaire. Alors on dirait qu'on joue une partie de cartes, quoi. Alors que non, c'est un duo, un acte d'amour, et même dans la vie, c'est un duo. Voilà. Oui, je le pense très fort. Oui, vous dites des choses tout à fait intéressantes, Françoise. Oui, allez-y, docteur. Non, mais c'est-à-dire que bien sûr que la relation à deux, c'est un duo, comme je disais tout à l'heure, un duo des danseurs, qu'il faut garder le même rythme au fil des ans, et au mesure que la relation évolue et que la vie évolue. Alors, un seul point, effectivement, il faut aimer en essayant de... Il faut aimer en s'oubliant, bien sûr. Ça, disons que c'est l'idéal. C'est quoi Mais pourquoi il faudrait s'oublier? Moi, je suis pas d'accord. Parce que non, s'oublier au sens de dire, quand je dis s'oublier, je ne sais pas ce que pense Françoise. L'idée, c'est d'aller vers l'autre, mais pas en attendant que l'autre me donne. C'est ça que je veux dire. Je n'y vais pas à l'autre en disant « Ah oui, il faut qu'il me... » Non, il faut aller à l'autre pour jouer, comme je disais tout à l'heure, pour être bien. Je sais qu'il va me rendre heureux. Moi, je n'ai pas besoin de m'obséder à qu'il me le rende. Je donne, j'avance, je m'oublie et j'oublie. L'oubli est une chose merveilleuse. Je comprends ce que vous voulez dire. Il faut pas aimer dans l'attente de recevoir quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'oublier. Non, au sens de s'oublier, c'est de ne pas être obsédé par l'attente de l'autre. Et c'est différent. Je me permets de revenir à votre personnage, papa ou pas. C'est-à-dire que là, Jérôme, il est devant la glace et il pense tout le temps. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va pas se passer? Quand on aime,
on se demande pas tout le temps. Je parle d'une situation idéale, bien sûr. Hein, je sais qu'on pourrait attendre de mieux. Voilà. Dans le fantasme avec un F, donc dans le fantastique. Moi, ça résonne un peu différemment, puisque avec Jean-Michel Péril, le metteur en scène, on a décidé que tous les soirs, les personnages avaient des humeurs différentes. Et c'est amusant, donc c'est le même texte, sauf que ça ne va pas résonner de la même manière. Et ben, j'ai l'impression que c'est un peu ça dans la relation. C'est-à-dire qu'on parle de soi, et que l'autre, dans sa manière et dans sa possibilité de vous écouter, il vous éclaire d'une manière un peu différente. Donc du coup, on a un arc-en-ciel qui change, et c'est jamais la même histoire, en fait. Voilà, c'est comme ça que je pourrais réagir sur ce que vous dites. Mais d'ailleurs, si on est assez lucide, on sait très bien dans une relation de couple, on va avoir envie de quelque chose, on est persuadé qu'on a eu une super idée, on va la proposer, et puis parfois ça va être en effet une super idée, puis parfois ça tombe complètement à plat, et voilà. Alors après, si on est suffisamment adulte, mature, on n'en voudra pas à l'autre de ne pas avoir applaudi des deux mains de la proposition qu'on lui a faite, mais c'est ça la vie à deux. Enfin, c'est sans arrêt des surprises, des bonnes surprises et des mauvaises surprises. Et puis c'est des projets aussi qui sont amusants, parce qu'à partir du moment où on formule, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on formule un projet, eh ben on le réalise et on est déjà passé à autre chose. En fait, c'est des sommes de projets qui nous emmènent. Oui, non, mais Brigitte, vous avez raison que quand je disais cet élan d'aller vers l'autre, en oubliant, en n'attendant pas que l'autre me rende, ça n'empêche pas que le lendemain matin, je me sens lésé. Je vous rappelle que vous avez une fleur qui s'appelle frustration dans votre bouquet de l'amour, docteur Nazio. Absolument. C'est pour ça que je sois frustré, que je ne suis pas content et que je me rappelle à moi-même, disons, et moi, tu m'as oublié. Mais je le comprends, mais je voulais qu'en cette première journée de l'année, le 2 janvier... On reste sur les fleurs positives. On reste sur les fleurs positives, et c'est bien ce message d'aller dans l'autre sans être obsédé de ce qu'il va nous rendre. Et alors Françoise, puisque vous parlez aussi de sexualité, hein, dans votre témoignage... De sensualité, oui. De sensualité, d'accord. Mais bon, moi je vais revenir sur l'étymologie du mot coït. Hein. Coït, ça veut dire aller ensemble. Oui. Donc on voit bien qu'on n'en sort pas. Du latin, oui. Ben oui, on n'en sort pas. Oui. Ben merci en tout cas Françoise, et merci à tous pour cette première émission de l'année. Vous avez tous beaucoup parlé d'amour et ça me fait bien plaisir. On va continuer toute l'année à parler d'amour de toute façon. Malheureusement, on sera aussi amené à parler de désamour parce que l'amour, encore une fois, hein, c'est un sentiment. Donc comme tous les sentiments, il n'y a pas de certitude. C'est pas quelque chose de matériel. Comme vous disiez, parmi les 12 fleurs de l'amour, il y a la frustration, il y a la peur, il y a beaucoup des fleurs avec des épines. Il en faut de temps en temps. Donc le bouquet de l'amour, si vous avez envie de voir de quoi ça parle, c'est formidable. Vous vous retrouvez sur Internet, hein, vous tapez le bouquet de l'amour de Nazio et vous le retrouvez.